Bonjour, bienvenue dans Canary Call, le podcast dédié aux gens qui font la transition écologique et solidaire des entreprises. Je suis Perrine Gruat et mon objectif est de convaincre de miser sur ces canaris, qui sonnent l'alerte et agissent juste à temps. Animée par la curiosité de mieux les comprendre, pour mieux participer à déployer leur impact, j'ai décidé d'aller à leur rencontre. Dans ce podcast, vous allez faire la connaissance de ces femmes, de ces hommes qui font bouger les lignes au service d'une économie durable et inclusive. Des engagés, issus de grands groupes, de start-up, de l'entrepreneuriat social et solidaire, de l'art, des professionnels des ressources humaines ou des managers qui identifient, valorisent, accompagnent ces profils. Leur engagement est contagieux. En les écoutant, les portes des possibles s'ouvrent et l'envie d'agir nous gagne. Alors pour cet épisode, je vous propose de voyager dans la peau d'une transformeuse. Celle de Maud Bay. Maud s'est déjà réinventée elle-même plusieurs fois. Elle a été inspectrice des finances, chef de gare au cabinet du Premier ministre. Actuellement, elle est membre du COMEX d'Accor. Elle nous partage son vécu de manager, dirigeante, bénévole engagée, maman et citoyenne. Bon voyage. Bonjour Maud. Bonjour Perrine. Sur ton profil LinkedIn, tu nous accueilles avec cette phrase « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. » C'est un mantra, c'est un message pour toi, c'est un message pour les autres. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'origine de cette phrase, le choix de cette phrase? Alors c'est à la fois un clin d'œil par rapport à mon parcours et c'est devenu un peu une philosophie de vie. C'est un clin d'œil parce que lorsque j'ai passé Sciences Po, c'est la phrase que j'ai eue en épreuve de culture générale. Et il se trouve que j'avais aussi de l'allemand et de l'histoire. Bon, l'allemand, ça s'est très bien passé. L'histoire, j'avais pas forcément révisé la bonne période. Et donc, c'est cette phrase qui m'a sauvée. Donc, cette phrase de René Char m'a permis de réussir Sciences Po Paris. Et donc, je lui suis très reconnaissante parce qu'elle m'a beaucoup inspirée. Par ailleurs, j'aime beaucoup René Char et j'aime beaucoup sa dimension de résilience dans mon parcours qui, comme tu le vois, n'est pas très linéaire. À chaque fois, j'ai un peu eu le syndrome de l'étranger, c'est-à-dire quand je suis arrivée en gare, j'étais la technocrate de service parce que je venais de Bercy. Quand j'ai eu la chance de rejoindre Matignon, j'étais la chef de gare de service. Et puis, quand j'étais chez Accor, j'étais à nouveau la techno qui venait de cabinet. Et donc, ce syndrome de l'étranger a parfois été un peu douloureux et je me suis souvent rappelé la phrase de René Char qui disait « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Si t'as une petite flamme dans le bide, des papillons, et si t'es aligné avec toi-même, à la fin, ça marche. » Et ça m'a beaucoup aidée depuis toujours. Et qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce que t'as envie de faire marcher? J'ai envie de faire marcher le fait qu'un job prenne, qu'on crée du collectif, qu'on se sente servir quelque chose de plus grand que soi, que ce qui était réputé être impossible le devienne un peu moins. Voilà, et ça il faut de la niaque et il faut avoir une forme de confiance dans la vie. Et René Char c'est un peu ça aussi, c'est une phrase de profonde confiance en fait et de profonde résilience. Et en quoi être un étranger dans la situation éventuellement c'est un atout? C'est un atout parce que t'as un regard neuf et que t'es moins englué. Après, tu perds très vite ce regard neuf. Donc, il faut aussi se méfier de soi-même. Mais t'apportes un peu des nouvelles lunettes sur une entreprise. Et ça, je pense que c'est très précieux. C'est aussi pour ça que j'ai beaucoup recruté dans mes équipes toujours des profils différents, qui soient générationnels ou culturels, ou de genre, parce que je pense que j'ai une vraie conviction profonde. Les équipes les plus performantes sont les plus diverses. Et j'adore l'idée de confronter les points de vue, d'avoir des gens qui viennent vous challenger de manière bienveillante mais réelle, avec ce syndrome, alors moi j'appelle pas ça l'étranger parce que ça pourrait être péjoratif, mais d'altérité constructive. Et au fond, avoir des profils nouveaux, c'est aussi une chance. Tu as souvent eu des missions de transformation, de transition, de changement de regard, de changement de prisme, d'altérité. Est-ce qu'il y a une réalisation au service de la transformation d'une entreprise dont tu as envie de parler, dont tu es fière?
Il y en a plein. J'ai adoré être chef de gare et j'ai adoré contribuer au changement de regard sur les gares. J'ai toujours trouvé que les gares, c'était très poétique. C'est de la fine électricité, c'est Apollinaire. Dans les gares, il y a des badauds, il y a des gens qui flânent, il y a des gens pressés, il y a des colonies de vacances, il y a des amoureux, il y a des gens en retard. Voilà, je trouve que les gares, c'est des lieux de vie. Et sous l'impulsion de toutes les équipes, petit à petit, on a réussi à changer le regard sur les gares et à en faire pas juste des endroits où on prend un train, parfois en retard, mais à en faire des très beaux lieux de vie, avec une dimension commerciale, musicale. Je me souviens qu'avec le CNC, on avait organisé avec Éric Garando, lors du jour le plus court, lors du solstice d'hiver, des projections de courts-métrages sur les murs de béton classés à Montparnasse. Voilà, j'aime l'idée qu'on arrive à sublimer et à transformer le regard sur un espace en le transformant en lieu de vie. C'est un peu la même chose qu'on essaie de faire chez Accor avec les hôtels, qui sont pas juste des endroits où on dort en dehors de chez soi, mais des endroits où on peut finalement même pas avoir à dormir, mais où on peut, je sais pas, faire un cours de yoga, avoir un séminaire, faire du coworking, avoir des expériences en dehors même de l'hôtel. Et donc une autre fierté, c'est aussi All, le lancement de Accor Live Limitless, le nouveau programme de fidélité, mais qui est plus qu'un programme de fidélité, qui est repenser l'expérience client dans une hospitalité plus large, une hospitalité augmentée, et ça, c'est sans doute une de mes grandes fiertés. Ça a été lancé fin décembre 2019 chez Accor. Et pour la petite histoire, ça a été un lancement dont les modalités aussi m'ont rendu très fière, parce que c'était un lancement monde. Dans la nuit du 2 au 3 décembre 2019, toutes les équipes centrales, régionales, locales ont veillé pour accompagner la bascule de tout le site web et de l'application mobile. Et en janvier, à l'échelle mondiale, on a lancé toute la nouvelle expérience client avec plein de partenariats. C'était le fruit d'un travail de 2 ans. Et là aussi, l'idée, c'était changer le regard sur les hôtels qui sont comme des gares, des lieux de vie. Et donc, ce dont je suis la plus fière, c'est qu'on arrive à changer le regard et à transformer l'existant en révélant plein de potentiel. Je pense que c'est ça qui me porte dans les projets de transformation. Je pense que nos auditeurs entendront ton sourire, ta passion et ton optimisme, ton positivisme. Je trouve ça vraiment intéressant de regarder la partie transformation, transition par le plaisir. On se souvient des pianos que tu as mis dans les gares, et encore merci pas pour toute notre seule. quotidien. Il y avait aussi Gare et Connexion, il y avait toutes les équipes qui portaient. Mais oui, j'ai eu la chance de tester et d'implémenter le piano et c'était magique. Et comme j'adore le rap, on a fait venir Grand Corps Malade. Et je me souviens de concerts avec Grand Corps Malade auprès du piano. Richard Boringer était venu chanter aussi. J'adore la danse. On avait fait un flash mob sur le quai transversal de Montparnasse. C'est toujours possible d'inventer des usages qui font pivoter un lieu. Et c'est un peu ce à quoi on doit travailler, nous, managers. C'est créer des super équipes, des vrais collectifs, booster nos talents et repenser l'existant avec des nouvelles lunettes. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant à l'heure où on entend beaucoup le traitement du sujet de la transition écologique et solidaire par le il faudrait, c'est interdit de, par la restriction, par les interdictions. Donc prendre le changement par un prisme positif qui fait envie, je trouve ça vraiment intéressant. Après, le changement, ça frotte, c'est dur. Pour être très honnête, il y a une résistance naturelle au changement qui est réelle. Tous les gens qui font de la transformation te diront qu'il y a un moment, ils en ont marre, c'est épuisant, c'est chronophage. Il y a beaucoup de portes qui se ferment au début. Donc, je pense qu'il faut être particulièrement persévérant. Maintenant, si on a une bonne dose de naturel d'optimisme, si on a de l'énergie et surtout si on n'est pas seul, si on a une vraie stratégie d'alliés, de bonnes équipes, il y a rien qui est impossible. Mais il faut savoir que la transformation, c'est un travail de longue haleine. C'est une école d'humilité parce qu'il y a plein de petits échecs. Et après, on s'en souvient plus. Et puis, il y a une dimension qui est méconnue. On parle beaucoup de transformation technologique, de transformation de business. Moi, je crois beaucoup à la dimension critique de la transformation culturelle, qui est beaucoup plus longue, qui est beaucoup plus sourde, qui est tout aussi essentielle et qui est parfois méconnue. Et tout ça, ça demande aussi beaucoup d'énergie et beaucoup d'engagement. Donc, moi, je crois avoir un naturel très positif. Je suis tombée dedans quand j'étais petite, mais les jobs de transformeurs sont des jobs extrêmement exigeants. Et ce qui est sûr, c'est qu'il faut avoir la confiance au plus haut niveau de ton chef, de ton CEO,
et de tes équipes pour réussir, parce que comme ça dérange, comme ça frotte, naturellement, les organisations ont tendance à rejeter les transformations. Et donc, il faut réussir à diffuser suffisamment ta vision et à se la faire approprier suffisamment pour avoir une chance que ça prenne. Alors Maud, question, j'espère pas qui frotte, mais j'aimerais savoir, qu'est-ce qui fait que toi, tu es la bonne personne pour faire ça? Oula, déjà, c'est pas à moi de répondre. Je crois qu'il y a une chose que je sais faire et que j'aime faire, et je pense qu'on fait bien que ce qu'on aime, c'est créer des collectifs. Ma vraie passion, c'est recruter des talents, mais surtout, au-delà du talent individuel, tu peux avoir plein de gens individuellement très bons, mais la vraie responsabilité d'un manager, pour moi, c'est de créer une communauté de talents qui marche bien ensemble. Tu peux additionner autant d'individualités brillantes que tu veux, si elles ne fonctionnent pas ensemble, ce sera délétère. Je crois que je peux être potentiellement la bonne personne parce que j'aime m'entourer de gens brillants, qui ont une vraie éthique et des valeurs communes et qui savent créer des dynamiques collectives où là, tu as l'impression que plus rien ne peut nous résister. Je ne connais pas un seul problème qui paraisse insurmontable, qui ne puisse pas être résolu avec un collectif intelligent. Et inversement, le plus petit souci peut devenir ingérable si tu as trop de dissensions, trop de cloisonnements, trop de silos, trop de guéguerres. Et donc, une de mes forces, c'est l'énergie et la capacité à créer des collectifs solidaires et de talent. Hire smarter, tu sais, comme ils disent en anglais. Entourez-vous de gens plus brillants que vous. Moi, j'aime pas du tout l'idée de faire valoir. Souvent, quand je regarde mes équipes, je me dis, oh là là, elles sont incroyables. Si je suis entourée de gens aussi bons que ça, c'est que je dois pas être si mal. 10 ans de recrutement dans un groupe américain, j'entends le tu vois, Hire smarter, ça me parle. Mais comment est-ce que tu as appris à animer cette dynamique collective, à t'appuyer sur ces collectifs? Tu parlais de Sciences Po, tu parlais de ton parcours oui. Alors déjà, le management, c'est vraiment une école de la vie. Je crois que ma première vraie expérience de management, c'était la gare. J'ai commencé directrice adjointe à la gare Montparnasse 6 mois, et puis après, pendant 3 ans, j'ai dirigé la gare Montparnasse. Et ça, en termes de management, de dialogue social, de relations avec les syndicats, de pilotage de PNL. Alors, c'est un PNL public, mais c'est un vrai PNL, une gare. C'est SimCity. C'est, t'as tes équipes, faire partir les trains à l'heure, t'as des indicateurs de performance, de régularité, de sécurité, de business, parce que t'es aussi patronne des ventes, des guichets. Enfin, c'est extraordinaire. J'avais 30 ans d'être à la tête de cette petite entité. Et puis en fait le management petite ouais, mais en fait ce qui est merveilleux, c'est que c'est vraiment ton entité à toi, et donc tu peux en effet organiser des concerts autour du piano, tu peux organiser le flash mob, tu peux faire un Paris-Brest avec Top Chef à bord du train entre Paris et Brest. Enfin voilà, t'as la liberté au contact du terrain de manière très opérationnelle, et ça c'est extraordinaire. Et après le management, c'est formidable qu'il y ait des écoles de management, on enseigne le management, moi-même j'enseigne le management, mais sincèrement, le management ça s'apprend. C'est une école d'humilité, c'est pas à pas sur le terrain, et on se trompe. Moi j'espère être meilleure manageuse aujourd'hui qu'il y a 15 ans, et je pense que je serai meilleure manageuse dans 5 ou 10 ans, et c'est normal, on apprend de ses erreurs, il y a des formations, il y a plein de choses que j'ai apprises avec le temps, et d'abord pratiquer. Il y a que comme ça qu'on devient un bon manager, il me semble. Et comment tu continues à apprendre sur ce terrain-là, en pratiquant, ou est-ce que tu vas chercher d'autres ressources? Alors déjà, j'essaye de beaucoup lire, de beaucoup regarder à droite, à gauche, y compris à l'international, les évolutions sur les pratiques managériales. J'ai eu beaucoup de formations qui m'ont marquée. Alors après, chacun en fonction de sa sensibilité aime les outils, mais moi j'aime beaucoup l'outil du ProcessCom, qui est un outil qui est très intéressant parce que ça permet de comprendre qui on est soi-même, mais comment aussi on interagit avec les autres. Après, il y a plein d'autres outils, mais moi, je sais que dans mes séminaires d'animation, c'est un outil que j'ai souvent utilisé. Ça permet de mieux se connaître en état normal et sous stress, et de mieux décrypter les réactions des autres en état normal et sous stress. Et donc, c'est un grand outil de tolérance mutuelle et de compréhension des dynamiques de groupe. Et ça, en termes de management, c'est absolument clé.
Et puis après, je pense que on ne se décrète pas manager. Hein. Un titre et une nomination, ça suffit pas. Surtout qu'en France, tout le monde est directeur. Hein. En revanche, on devient manager. Donc oui, plein de situations m'ont aidé à devenir manageuse, notamment des situations de gestion de crise en gare, de gestion de crise comme j'étais directrice des trains, c'est-à-dire en charge des 10 000 contrôleurs et des 3 000 agents d'escale, et puis des situations de crise aussi à Matignon. Voilà, on apprend à changer de posture. Voilà, c'est un apprentissage permanent, le management, et je pense que ça doit être enseigné et présenté comme ça. Et puis on apprend de ses équipes. J'espère apporter à mes équipes, mais mes équipes m'apportent aussi. Je crois beaucoup au côté feedback, retour. Et il y a suffisamment de confiance dans mes équipes aujourd'hui, dans mon codir, pour qu'elles me fassent au fil des feedbacks. Alors c'est pas toujours super agréable, mais je crois qu'il faut savoir prendre, surtout si c'est pour s'améliorer. Tu es également investi dans différentes associations, Prométhée Éducation, Les Déterminés, Wake Up Café. C'est une vie à part ? Oui. Quand j'ai rejoint Accor, j'ai dit à Sébastien Bazin que j'avais besoin de garder cette dimension-là que j'ai toujours eue. En fait, j'ai eu la chance, quand j'ai commencé ma vie professionnelle, de commencer en même temps du coaching bénévole. Pourquoi ? Parce que moi, quand j'ai passé mes différents concours, je crois que j'aurais aimé avoir comme ça un mentor, un coach pour m'aider à naviguer sur les codes à l'écrit et à l'oral. Et parfois, je m'y suis pris à plusieurs reprises parce que j'avais pas forcément les codes pour passer les concours à l'écrit ou à l'oral. Et comme je suis très têtue, je me suis promis, si je réussissais ces concours, d'enseigner de manière bénévole les codes à toute personne qui en aurait besoin. Voilà, pour essayer de faire un pied de nez à cette injustice qui est l'inégalité d'accès aux codes. Ça veut pas dire qu'on est moins intelligent, qu'on travaille moins bien. Ça veut juste dire qu'il y a des gens qui naturellement ont accès aux codes et d'autres non. Donc j'ai commencé comme ça à Sciences Po, tout en enseignant les finances publiques, la performance publique, le management, à enseigner les codes dans des petites écuries, dans des petits groupes de coaching. Après, il y a eu un effet de bouche à oreille. Et aujourd'hui encore, 15 ans plus tard, je continue à coacher de manière bénévole qui veut. Et j'ai calculé, ça me rajeunit pas, mais j'ai dû coacher, je pense, 1 millier de personnes en 15 ans. Et j'ai une règle, Perrine, toute personne que j'aide, c'est bénévole. Mais en contrepartie, si ça marche pour la personne, elle devra aider à son tour. Et j'aime bien cette idée de viralité de l'aide. Et j'appelle ça voilà, l'armée des petites lumières. C'est-à-dire que, tu vois, Camus disait mal nommer les choses, c'est porter quelque chose de plus à la misère du monde. Je suis plutôt camusienne, je pense que tout est absurde. Ça va pas te réjouir ce que je te dis, j'ai l'air très optimiste, mais je pense au fond que tout est absurde. En revanche, j'estime que si chacun d'entre nous essaye de faire quelque chose de bien chaque jour à son petit niveau, comme j'essaie de le faire, alors tu peux essayer de faire reculer voilà cette misère, cette ombre du monde. Donc quand je vois des années plus tard des gens que j'ai accompagnés qui me racontent qu'ils ont aidé à leur tour, déjà ça me donne de l'énergie, ça me donne de la fierté. Et j'ai aussi prolongé ça dans différentes associations. Donc, Wake Up Café, c'est une association qui est dans la fondation Accor Solidarité, qui consiste à accompagner des prisonniers en essayant de réduire leur peine et en essayant de leur trouver des débouchés. Donc, j'ai accompagné plusieurs prisonniers en leur faisant découvrir les métiers de l'hôtellerie. Et on a eu comme ça quelques jolies histoires et des gens qui avaient vraiment envie de s'en sortir. Les Déterminés de Moussa Camara, c'est une association que j'adore. J'ai eu la chance d'être marraine d'une des promotions. C'est vraiment l'idée d'accompagner des jeunes talents dans l'entrepreneuriat. Donc moi, j'ai particulièrement coaché des Déterminés ES, des femmes qui se lançaient dans l'entrepreneuriat en les boostant sur tout ce qui était pitch entrepreneurial. Et j'ai fait des rencontres extraordinaires. Et Moussa Camara, tu devrais l'interviewer. C'est quelqu'un d'extraordinaire, de générosité. Enfin voilà, il est formidable. Et d'engagement. Et puis Prométhée Éducation, j'ai eu la chance de devenir vice-présidente depuis quelque temps. C'est une association en faveur de l'accompagnement des jeunes lycéens de banlieue, pour là aussi leur parler du champ des possibles, des débouchés professionnels qu'ils connaissent pas forcément, des codes, pour essayer d'être un guide et de leur dire que rien n'est impossible pour eux non plus. Donc j'avais organisé l'année dernière, avant le Covid, des ateliers pour leur présenter les métiers du digital au siège d'Accor.
et les étudiants avaient été, enfin les jeunes lycéens avaient été bluffants. Donc j'ai besoin de garder cette dimension de don pour sans doute garder du sens. Et souvent les gens me demandent mais comment tu fais, ça te prend pas trop de temps? C'est pas ça en fait la question. C'est si j'avais pas ça, je pense que j'aurais moins d'énergie. Et en fait c'est presque égoïste. Donner, ça me permet d'avoir de l'énergie pour continuer tout le reste, y compris la transformation, qui parfois est assez épuisante et exigeante. Donc Maude, tu as d'un côté ta vie de bénévole dans au moins 3 associations dont on vient de parler. De l'autre côté, tu as ton activité entre guillemets professionnelle de transformation chez Accor. Comment est-ce que tu fais le lien entre les deux? Déjà, j'ai la chance de pouvoir faire le lien assez naturellement parce que mes engagements à travers des belles associations comme Wake Up Café ou Groupe SOS avec qui on a pu travailler aussi chez Accor sont au bord d'Accor Solidarity, la fondation Accor. Et je suis membre du board d'Accor Solidarity, de la fondation. Donc, d'emblée, quand j'ai dit à Sébastien que c'était une dimension importante pour moi, non seulement il l'a accepté, il l'a respecté, mais en plus il m'a proposé de rejoindre la fondation Accor Solidarity. Et puis, j'ai eu une autre chance, c'est de pouvoir créer un réseau interne qui s'appelle le RISE, qui en fait s'est appuyé sur un très beau réseau qui existait déjà, qui s'appelait le WAG, Women at Accor Generation, qui avait été fondé par Sophie Stabile il y a plus de 5 ans, qui était vraiment tourné autour de la cause de la parité homme-femme. Et quand Sébastien m'a demandé de reprendre le WAG, au bout d'1 an, on l'a transformé en réseau qui gardait cette défense de la notion de la valeur de parité, mais qui a élargi la cause autour de la notion de diversité. La diversité dans toutes ses dimensions comme profond levier de performance collective. Donc, pour être très clair, nous sommes convaincus chez Accor, qui est une entreprise internationale présente dans 110 pays avec 5000 hôtels, que la diversité est un facteur de performance et d'intelligence collective à porter et à incarner. Et pour moi, c'est une diversité qui est de genre, homme-femme. Et d'ailleurs, le RISE aujourd'hui, c'est presque 30 000 membres dans le monde. Et je parle que du réseau interne Accor, avec 50% d'hommes et de femmes. Et c'est très important pour moi qu'il y ait autant d'hommes que de femmes parce qu'on a besoin des hommes pour porter la cause de la parité. C'est nos meilleurs ambassadeurs. Une diversité générationnelle. Moi, j'ai toujours eu à cœur d'avoir dans mes équipes des gens qui savent d'où on vient. Donc, je valorise beaucoup l'expertise des seniors. Et d'ailleurs, pour transformer, on peut pas être dans l'amnésie. Il faut savoir d'où on vient. Donc, tout ce qui est histoire d'une entreprise, culture d'une entreprise, ce qu'on appelle le legacy en technologie, c'est quelque chose qui est à valoriser. Donc, cette diversité, elle doit aussi être générationnelle, avec des profils seniors et des profils juniors, qui étaient souvent mes chefs de cabinet, qui viennent me titiller quand j'ai une bonne idée, en me disant, avec beaucoup de franchise, que c'est ringard, que c'est pas du tout ce que les jeunes générations attendent, etc. Et puis enfin, une diversité, culturelle. On n'aborde pas les choses de la même manière en termes de résolution de problèmes ou de challenge. Quand on a un background culturel différent. Et moi, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir constitué un comité de direction avec 50% d'hommes et de femmes, des seniors et des juniors. Mon codir va de 24 ans à 58 ans. Et puis des Français, des Italiens, des Canadiens, des gens qui ont des origines allemandes, japonaises. Et ça fait un mélange d'une richesse inégalée. Et je suis convaincue que il faut porter ça en tant que leadership. Et donc le RISE, qui a pris la suite du WAG, c'est 30 000 membres dans le monde, un réseau partagé avec Accor Invest, la structure qui est née lorsqu'on a vendu nos murs, et dont la vocation est de promouvoir la diversité dans toutes ses formes. On a un engagement de pourcentage de femmes directrices d'hôtels. C'est un engagement qu'on avait pris dans le cadre du programme des Nations Unies E4SHE, et on a atteint la cible de 35%, donc on est très heureux, on va aller plus loin. Moi, je veux porter aussi l'ambition de plus de femmes dans tous les comités de direction à tous les niveaux. Sébastien est très engagé là-dessus au niveau du COMEX, mais ça doit concerner tous les échelons de direction du groupe. On est aussi dans tout ce qui est lutte contre les discriminations, les violences quotidiennes, toute forme de lutte contre le harcèlement. On a des engagements très différents en fonction des régions dans lesquelles on est engagé.
En Turquie, par exemple, on est très engagé dans tout ce qui est lutte contre les violences aux femmes. Au Brésil, on va financer des formations en termes de sécurité avec des cours de Krav Maga. En Asie, on va soutenir une université pour tout ce qui est restauration pour aider les femmes mais aussi les hommes à accéder à l'éducation en trouvant des métiers dans la restauration. Voilà, le RISE, c'est vraiment lutter pour la diversité et contre toute forme de discrimination et de violence et en fait tirer le meilleur de la richesse interculturelle qui est la nôtre. Notre échange me fait penser à la rencontre que j'ai faite lors des universités de l'économie de demain avec Jean Moreau, le coprésident du mouvement des entrepreneurs sociaux, qui disait que finalement aujourd'hui c'était clé de pouvoir rapatrier ces enjeux de diversité, de RSE au cœur des activités opérationnelles, au cœur du business model, au cœur du business. Comment est-ce que toi tu vois les choses ? Écoute, de la même manière que pendant très longtemps, on a pensé que les systèmes d'information, c'était un équipementier technique qui n'avait rien à voir avec le business, alors que pour moi, les systèmes d'information, la data, la technologie, c'est un des leviers premiers du business. Ils sont là pour nous accompagner et faire du business. Je pense que la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, et on l'a bien vu, Perrine, avec le Covid, va de plus en plus s'inscrire dans l'ADN des entreprises, par nécessité. Déjà parce que je pense que les gens vont de plus en plus valoriser la raison d'être d'un groupe, que ce soit du côté des clients ou des talents qui vont rejoindre un groupe. Je fais le pari, peut-être de manière naïve, mais j'y crois dur comme fer, que nos clients nous choisiront chez Accor aussi parce que dans la gestion de la crise, dans la protection des données, dans les valeurs qu'on revendique et qu'on incarne au quotidien, on incarne une posture, des valeurs, une histoire dans laquelle ils se retrouvent. Et par ailleurs, pour attirer des talents, et l'enjeu de marque employeur est essentiel, comme je le disais, moi en tant que manager, mon utilité première, c'est de créer des collectifs de talents qui nous aident à faire ce qu'on pensait impossible. Je crois aussi que la RSE, l'engagement, la raison d'être va être un critère fondamental. D'ailleurs, de plus en plus, quand je fais des entretiens d'embauche, quand je chasse des talents, les gens me disent: racontez-moi qui vous êtes, racontez-moi qui est Accor, racontez-moi le projet. Derrière la vision, il n'y a pas juste un objectif de déploiement financier, de conquête. Et c'est bien pour ça que j'ai rejoint Sébastien. Il y a un enjeu de sens, il y a un enjeu d'engagement. Nous, on croit dans une hospitalité engagée, dans une hospitalité solidaire. C'est pour ça qu'on a ouvert nos hôtels au personnel soignant pendant le Covid. C'est pour ça qu'on a essayé de tester des concepts d'hôpitaux dans les hôtels. C'est pour ça que le groupe a renoncé à ses dividendes de 2019 et a alloué 25% dans un fonds pour accompagner les propriétaires et les collaborateurs dans le monde qui était le plus touché par le Covid. Je crois à ces logiques d'entreprise engagée. Et puis honnêtement, vu le temps qu'on passe au travail, autant être fier de l'entreprise qu'on sert. Et je crois aussi que la RSE va constamment s'enrichir. C'est pas juste l'idée de supprimer les bouteilles en plastique et les pailles dans l'entreprise. C'est pas juste du développement durable. C'est une posture. C'est l'idée qu'on est juste locataire de ce monde et pas propriétaire, et que on va juste travailler à bien le transmettre aux générations futures, comme disait Saint-Exupéry. Et donc, ça va être une RSE dans toutes ses dimensions: sociétale, éducationnelle, formation, environnementale, give back, le devoir de rendre. On a chez Accor une académie, et je crois beaucoup à l'idée de formation tout au long de la vie, de promotion, d'égalité des chances. Je pense que les métiers de RSE ont à l'avenir un potentiel immense, et ça ne me surprendrait pas qu'ils occupent de plus en plus des rôles au niveau du COMEX, parce qu'au fond, ils vont de plus en plus devenir la signature des entreprises et leur marque employeur. Ah, tu es en train de me dire qu'il va y avoir de plus en plus de place pour les Canaries. Il y aura de plus en plus de place pour les Canaries, et je pense que les entreprises qui sauront se canariser suffisamment vite et tôt seront celles qui réussiront. Pour moi, c'est le darwinisme de demain, ça. C'est la canarisation. Tu sais que dans les vignes, il y a l'équivalent des canaries. Souvent, au pied des cépages, on plante un rosier. Et comme le rosier est une plante fragile, c'est cette plante qui détecte en premier si les cépages vont être malades. Eh bien, je crois que ces rôles de RSE qui sont pas tant des lanceurs d'alerte que des personnes qui vont incarner auprès des CEO à très haut niveau une ambition de sens et d'engagement vont être absolument fondamentaux pour la santé d'ensemble du groupe.
On parle, en tout cas, de fragilité pour la rose qui sera touchée la première par la maladie. Le canari, il est au-delà d'être lanceur d'alerte, il est très sensible à la qualité de l'air et c'est ce qui fait qu'il réagit assez tôt. Comment, d'après toi, faut-il faire pour prendre soin de ces rosiers, de ces canaris dans l'entreprise? Déjà, je pense qu'il faut les placer à un rôle assez haut pour qu'ils puissent avoir des vrais moyens d'action. Ces canaris, comme ces transformers ou ces roses, ils ont forcément des rôles compliqués parce que c'est des rôles différenciants. C'est des marginaux. Ils arrivent avec une fonction nouvelle et donc il convient de pas les laisser seuls. Et d'ailleurs, on voit bien, par exemple, si je prends le cas du job de CDO, de Chief Digital Officer. Alors moi, j'ai plutôt un rôle de Chief Commercial Officer parce que j'ai aussi les ventes, la distribution, l'expérience client. Mais en tout état de cause, c'est un métier de transformation technologique et culturelle. C'est des jobs qui dérangent. Et pour que ça prenne, pour que ça marche, et le lancement de Hall aura été un de mes plus beaux aboutissements au bout de 3 ans et une plus grande fierté, il faut avoir des moyens et la confiance de ton chef à plus haut niveau. Sinon, ça ne prend pas. La machine est trop naturellement résistante au changement pour pouvoir te laisser opérer. Ensuite, je crois qu'il faut des vrais moyens. On peut pas avoir juste des canaris agitateurs de conscience, mais qui n'ont pas les moyens d'agir. Si ton canari, tu lui coupes le sifflet, c'est pas la peine qu'il s'agite dans sa cage, ça marchera pas. Donc, de la même manière, il faut que ces métiers de transformation aient vraiment une force de frappe en termes de budget, de people. Souvent, je vois des métiers de transformeurs, qui ont 1-2 personnes sous eux, mais qui finalement ont peu de moyens propres et qui doivent, au fond, en permanence, composer avec des rôles d'influence. Et ça ne suffit pas. Et puis ensuite, je crois qu'il doit y avoir une vraie solidarité du groupe, à reconnaître leur utilité et à se dire que le succès de ces fonctions dépend du succès de tout le monde. Et donc, c'est le rôle des autres aussi de porter le succès de ces fonctions un peu clés, un peu sacrificielles quand même parfois, mais qui en fait travaillent, qui œuvrent pour l'intérêt du groupe dans son ensemble. Donc, il devrait presque être incentivé au succès du canari de manière collective. Un COMEX devrait être le gardien jaloux collectivement de la bonne santé du petit canari. Et à titre personnel, parce que toi t'as un canari qui a fait de la route. Je suis un vieux canari en fait. Quel conseil est-ce que tu donnerais aux nouveaux petits canaris qui disent allez, moi j'ai envie de prendre mon bâton de pèlerin, j'ai envie de bouger les lignes là où je suis. Quel conseil tu donnerais pour tenir sur la durée? Parce que comme tu le disais, il faut quand même beaucoup de courage, il faut beaucoup d'énergie. Déjà, je pense qu'il faut savoir se dire d'emblée que ce sera pas facile, mais que c'est pas grave, parce que rien n'est vraiment facile. Ensuite, il faut vraiment se conditionner en se disant que c'est un marathon et pas un sprint. Et donc, comme tous les marathoniens, il faut avoir une hygiène de vie assez impeccable et donc une forme de discipline. Les gens pensent que la transformation, c'est rigolo, c'est fun, c'est exigeant, c'est une ascèse. Donc, il faut que le corps suive, donc il faut dormir, manger, s'octroyer des vraies respirations pour pas être trop la tête dans le guidon. Après, je pense que si on peut, il faut avoir le luxe d'avoir un vrai équilibre personnel, savoir ce qui nous ressource. Donc aller puiser là où chacun retrouve de l'énergie. C'est très personnel. Tu as les tiens, Perrine, moi j'ai les miens. Il faut savoir se connaître et savoir aussi quand on est un peu dans la zone rouge et on a besoin d'aller recharger les batteries. Tu peux partager avec nous, toi, comment tu recharges les tiennes? Moi, c'est très simple. C'est organiser un brunch géant avec mes amis où tout le monde repart avec beaucoup trop à manger. Passer du temps avec mes 2 filles qui sont mes merveilles absolues. Emmener ma maman déjeuner dans notre restaurant japonais préféré depuis toujours. Aller danser, rire avec mes amis, passer du temps avec ma famille. Ça, j'ai la chance d'avoir cette bulle d'oxygène qui est l'équivalent quand même d'une barre de titane au niveau de la colonne vertébrale. Et ça rend très très fort. Et après, le conseil que je donnerais aux canaris à venir, je parle un peu comme un vétéran, c'est Jurassic Park, c'est savoir aussi identifier une vraie cartographie des alliés, parce qu'on ne fait jamais rien seul, et très vite bâtir un collectif. Il faut que la canarisation soit contagieuse, et on peut pas faire ça seul, ça peut pas être Don Quichotte. Il faut que les gens adhèrent, que ça devienne un projet collectif. Il faut que les gens comprennent qu'au fond, le canari n'existe
que pour sauver la mine et que le canari doit devenir un peu le canari de tout le monde. Et si tu bosses bien, à la fin, t'as presque plus besoin de canari. Si tu avais une baguette magique, là, qu'est-ce que tu voudrais comme changement pour demain et peut-être qu'est-ce qui est déjà enclenché? Pour Accor ou de manière générale? Les deux. Alors, je voudrais pour une baguette magique un vaccin contre le Covid. Et si c'est possible, demain. Parce que Dieu sait si je dis à mes équipes que le management, c'est apprendre à gérer une incertitude et une complexité croissante. Mais pour autant, la période qu'on vit est très compliquée parce qu'elle nous ancre dans une incertitude qui est difficile à gérer. On a du mal à prévoir quoi que ce soit. Les perspectives de reprise sont extrêmement compromises. Et ça peut créer dans la durée une forme de morosité avec des restructurations qui sont inévitables. Donc si j'avais une baguette magique, je lancerais le vaccin demain ou ce soir. Et après, pour Accor, en termes de baguette magique, comme tu le sais, on a un secteur qui est extrêmement touché par la crise, sans doute le plus touché avec l'aérien. Je nous souhaite de savoir faire front ensemble, d'être courageux et résilient. Et je nous souhaite d'en sortir, ça rejoint un peu le point précédent, vite, parce que cette boîte est extraordinaire, elle a plein de talents. On était dans une dynamique de lancer extraordinaire. La vision de Sébastien, reste très belle. Mais on a su exprimer notre ADN de solidarité, d'attention aux autres, d'hospitalité au sens propre du terme, en ouvrant nos hôtels à tous ceux qui en avaient besoin. On les a aussi ouverts, pas seulement au personnel soignant, mais aussi aux femmes battues, aux personnalités, à toutes les personnes qui étaient sans abri en France avec le gouvernement. Mais il y a un moment où on a besoin de retourner à notre business original. On a besoin de revenir à notre raison d'être. On a besoin de remettre les gens au travail. On a besoin de sortir du chômage partiel. Donc, on va tenir parce qu'on est résilient. On va surmonter cette crise parce que l'entreprise en a eu d'autres. Mais je nous souhaite fondamentalement de fermer cette mauvaise parenthèse parce qu'on a tellement de belles choses à construire et qu'on en a envie surtout. Quel est ton canary call du moment? Alors, mon canary call, il est très clair. Toutes les périodes de crise sont des périodes où les gens ont tendance à se replier sur eux-mêmes. C'est une réaction naturelle et d'ailleurs on est tous plus ou moins encore en télétravail. On a tendance à se refermer sur nos cercles connus. Mélanger ça avec de la récession économique, des perspectives de restructuration, une moindre facilité à dialoguer parce que les gens sont sous stress ou sous pression économique, ça fait un mauvais mélange. Et donc moi, mon canary call, c'est attention, collectivement, veillons à continuer à bâtir des passerelles, veillons à continuer à maintenir un dialogue, veillons à continuer à rester ouverts pour au-delà de nos intérêts personnels ou dans nos entreprises, maintenir un équilibre démocratique. Je me méfie toujours de ces énormes périodes de crise économique où on voit du moins 11% en chute du PIB, parce que je trouve que ça tisse un mauvais terreau en termes de rupture, de fracture sociale. Là, je pense plutôt en termes de pacte de société, de modèle sociétal. Mon canary call, c'est attention. Individuellement, le Covid nous touche tous, mais il faut absolument qu'on préserve notre équilibre de société, qu'on préserve notre manière de vivre démocratique. Ne sous-estimons pas l'impact de la violence du choc et veillons individuellement chaque jour à guetter les petits signaux faibles qui pourraient nous faire déraper vers quelque chose que personne ne veut. Donc mon canary call, c'est faites attention, essayez d'incarner chaque jour une posture qui nous permet de préparer demain et de pas nous faire tomber dans quelque chose qui renierait nos valeurs et notre modèle de société. On parle pas juste de récession économique. Je parle beaucoup plus d'équilibre géopolitique et de capacité à vivre ensemble. Et toutes ces périodes de crise et de récession sont dangereuses à cet égard. Donc une forme de civisme et de vigilance citoyenne. C'est ça, mon canary call. Après, je sais pas ce que c'est que le chant du canari. Et comme je chante très mal, je vais vous dispenser, en fait. On peut pas le rater. Tu auras l'occasion de l'écouter en introduction et en conclusion du podcast. Et pour conclure, quelle musique, quel titre t'aurais envie d'écouter là maintenant tout de suite?
Là, maintenant, tout de suite, Perrine, je te mettrai Can't Stop the Feeling de Justin Timberlake, parce que c'est une musique qui a toujours eu le don de vraiment m'énergiser. Et je lançais souvent cette chanson au début des amphithéâtres que j'organisais avec mes équipes chez Accor. Et voilà, la musique, c'est la langue des dieux. Ça reconnecte les gens, ça redonne de l'énergie. Et ce serait de bon ton, de lancer cette musique maintenant. Merci beaucoup Maud pour ta détermination. Je suis sûre qu'elle sera très contagieuse auprès de nos auditeurs. Moi, je l'espère aussi. Merci Perrine, continue à chasser les petits canaris. Il faut qu'on soit plein de canaris pour être entendus. Chasser mais en liberté. Hein. En liberté, bien sûr. Merci pour votre écoute. Si vous voulez avec moi amplifier la voix de mon invité, je vous invite à mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée de podcast, à partager les posts des réseaux sociaux de Canary Call sur LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Si vous avez des idées d'invités, n'hésitez pas à m'en faire part via mes réseaux sociaux. À très bientôt pour une nouvelle rencontre.